sommes 2 ans jour pour jour après le début de l'invasion russe en Ukraine. Sur le terrain, la situation reste stable. Les services de renseignement ukrainiens ont Quand le conflit a pété en février 2022, je crois que beaucoup d'entre nous ont découvert ou pris conscience de ce qu'était la guerre. Pour les jeunes générations, on n'avait jamais connu ça. À la télé, à la radio, sur les réseaux, elle était partout. C'était la première fois qu'une guerre de cette ampleur prenait place aussi proche de chez nous, et surtout, c'était l'une des premières fois qu'on voyait l'une des 3 plus grosses puissances militaires du monde impliquée dans un conflit. Enfin, quoique... Ces 20 dernières années, le monde a connu son lot de guerres, d'incursions et d'atrocités en tout genre. Et ce qui se passe en Ukraine est encore à l'image de ce que l'humain est prêt à accomplir dans sa quête de contrôle et de pouvoir. En parlant d'image, ce qui fait que cette guerre est si spéciale à nos yeux, c'est aussi la conséquence de cette surmédiatisation à laquelle elle a été exposée. Et ça s'explique par son ampleur, sa proximité géographique, et on va pas se mentir, aussi par le fait que ça soit un pays blanc et occidental. Parce que c'est pas un secret, une partie des Français s'identifie plus facilement à une partie du monde qu'à une autre. Il y a les différences culturelles bien sûr, mais je crois aussi qu'un des freins à l'empathie, c'est la manière dont on a tendance à documenter la guerre. Parce que quand on s'y penche, elle est souvent montrée de la même manière. Que ce soit en reportage ou en fiction, c'est le front, les armes, la violence, le front, les armes, la violence, en boucle et en boucle, jusqu'à ce que le spectateur normalise ce qu'il voit et s'en désintéresse en désintéressant avec lui les médias. Pourtant, le front n'est pas le tout d'une guerre. Les soldats se battent pour protéger les civils qui eux-mêmes ont la responsabilité d'assurer l'avenir. Et pour ça, ils doivent continuer de vivre, d'étudier, de travailler, avec les conséquences de la guerre, mais surtout avec la peur d'un jour tout voir s'arrêter. Il y a plus de 2 ans, le 24 février 2022, la Russie lançait une offensive contre Kiev, la capitale de l'Ukraine. Ce mois-là, sous les bombardements, la ville a failli tomber. Depuis, les fronts se sont stabilisés et se concentrent surtout à l'est du pays dans une guerre de position qui dure depuis des mois. Pour les habitants de Kiev qui avaient été évacués lors de l'offensive russe, la vie a peu à peu repris son cours. Et c'est peut-être ça la chose qui te surprend le plus quand t'arrives dans la capitale. En fait, tu te crées tellement un imaginaire autour de la guerre que t'es limite surpris de voir des gens mener leur vie presque normalement. Je dis presque parce que la menace russe, elle est toujours omniprésente au-dessus de la tête des habitants, et ça, malgré les défenses anti-aériennes. Alors quand il y a une menace de bombardement, les citoyens ont le droit à ça. Au moment du tournage, la sirène d'alarme sonnait tous les 2 à 3 jours, parfois même tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Le truc, c'est que lorsqu'elle sonne, tu dois rester parfois des heures dans des abris souterrains. Alors après plus de 2 ans, une grande partie des citoyens ne font plus forcément l'effort et ignorent même les sirènes. Et on peut les comprendre puisque d'une part, la plupart des missiles sont interceptés par les défenses antiaériennes, et de l'autre, la probabilité qu'un missile tombe sur eux en prenant le nombre d'habitants à Kiev est en réalité assez faible. Faible, mais pas inexistante. On est à 30 minutes du centre et c'est ici qu'il y a moins d'1 mois, il y a une bombe qui est tombée sur un gymnase. Donc ça a vraiment froissé le gymnase en 2. C'est assez impressionnant de voir l'impact de l'explosion, je dois dire. Tout autour du bâtiment, les vitres sont explosées, il y a des claviers qui ont volé jusqu'à la rue d'à côté. Donc non, c'est assez impressionnant. Et ce qui est le plus percutant, c'est encore une fois de voir tous les gens qui passent à côté. Ce que je réalise pas tout de suite en tournant les images, c'est qu'à cet endroit, il y avait 2 magasins qui ont été totalement rasés. Dites-vous que ça, c'est ce à quoi ressemblait le lieu avant le bombardement, et ça, après. Malheureusement, le jour du bombardement, un père de famille a perdu la vie et le bilan aurait pu être encore plus dramatique puisque la plupart des personnes qui vont s'entraîner dans ce gymnase sont des enfants.
Depuis le début de la guerre, plusieurs règles ont été mises en place dans le quotidien des Ukrainiens. C'est ce qu'on appelle la loi martiale. D'abord, le couvre-feu. Vous vous en rappelez, on y a eu le droit pendant le Covid, et bah là c'est pareil. Depuis plus de 2 ans, à 23h, tout le monde doit être rentré chez soi. Cette loi martiale, elle veut aussi dire que les hommes entre 18 et 60 ans n'ont plus le droit de quitter le territoire, sauf dérogation, et qu'une partie d'entre eux peut être mobilisée à tout moment. D'ailleurs, il y a juste à marcher 10 mètres à Kiev pour apercevoir des soldats dans la rue, dans les cafés et dans les autres endroits de la vie commune. C'est un peu le paradoxe des villes en dehors du front. La guerre est présente partout sans pour autant l'être. Où que tu lèves les yeux, quelque chose te rappelle que des hommes et des femmes se battent et perdent la vie à l'est. Par-ci par-là, on peut croiser des barricades, sur les grandes places sont exposés divers monuments pour rappeler le sacrifice des soldats, ou encore les panneaux publicitaires sur lesquels on trouve des campagnes pour l'armement et même des liens pour s'enrôler dans des brigades. Ici, par exemple, en scannant ce QR code, il m'oriente directement vers une brigade armée composée essentiellement de volontaires. En fait, d'une manière, les civils prennent aussi part à la guerre. Ils sont un maillon important dans l'approvisionnement en armes et en équipement, l'État ukrainien ne pouvant pas forcément faire face seul à la demande. Je ne saurais vous dire combien d'annonces Facebook sont postées chaque jour dans le but de faire des récoltes en soutien au front, mais vraiment, il y en a beaucoup. À l'avant comme à l'arrière, cette Ukraine sous loi martiale a orienté toutes ses forces et son économie dans la guerre. Et si ce contexte justifie que l'argent soit injecté dans le militaire, une chose dont on parle peu, c'est le coût de ces dépenses pour la population. Глобально, звичайно, війна зробила дуже багато проблем, які були до цього, і створила прям низку нових. Globally, the war strengthened the problems that were before, and there are a few problems that were created, new problems. Зокрема, це те, що є в дуже багатьох університетах проблема. Через бойові дії багато університетів просто вимушені, вони знищені, і вони вимушені переїжджати або якось працювати виключно дистанційно. There are universities that were destroyed during the war. Their buildings were destroyed, and they had to relocate, and they are either using the buildings in other cities, or they're forced to go fully online. Les deux personnes que vous entendez là, ce sont des membres de Primiadia, une association qui se bat pour le droit des étudiants. Comme beaucoup de civils ukrainiens, Arsène et Levko ont vu leur quotidien changer depuis le début de la guerre. Les deux sont étudiants à l'université, institution qui en 2 ans a connu de nombreux bouleversements. En plus des infrastructures détruites et du déplacement de milliers d'étudiants de l'Est vers l'Ouest, le secteur de l'éducation a connu de lourdes coupes budgétaires au profit du militaire. A lot of programs, they are losing funding from the government almost completely, and most people are going to have to be paying a lot of money from their own pocket to study. En plus de ces problèmes économiques, ce que Primiadia déplore, c'est aussi le fait que l'État profite de son statut pendant la guerre pour faire appliquer des lois qui feraient débat en temps normal. In Ukraine, right now during the war, it is like a agreement that it's not popular to criticize the government and the administration. So now there are a lot of reforms that are being passed that are very unpopular. For example, the 10399. Cette loi que Levko mentionne, c'est une loi qui vise à privatiser de plus en plus les études supérieures. En gros, il faut comprendre que l'université en Ukraine est payante, mais qu'une grande partie des étudiants se voient financer leurs études par l'État. Pour se faire financer ces études, il y a 4 possibilités. Être un ancien soldat, être un enfant des nettoyeurs de Tchernobyl, avoir les meilleurs résultats ou, comme pour la majorité des cas, avoir des résultats suffisants à nous offrir une des places gratuites réservées par l'État. Mais depuis la loi 10-399, cette dernière possibilité a été supprimée. En somme, à moins de faire partie des 3 premières catégories ou d'être de la classe plus haute, une partie des étudiants se voit obligés de travailler en parallèle de leurs études ou d'arrêter leur cursus. This bill was actually planned to be passed before the full-scale invasion, and
but it is being passed now because the government can't really be criticized, and there seems to be that there's not going to be a lot of backlash on it. And the stated reason for why do we need to cut back on education is because we need more money to go to the military. Yeah. Si je vous parle de l'université, c'est parce que c'est un des nombreux exemples de changements qui s'opèrent sur la population en raison de la guerre. C'est le propos de ce reportage. L'idée était de montrer que la guerre ne se résume pas au front, aux morts et aux blessés. Les civils aussi tirent les conséquences directes et indirectes d'un conflit, et ces conséquences ne vont pas s'arrêter à un instant T. Elles vont modeler la société d'un pays en guerre et laisser des traces pour des années durant. C'est tout l'enjeu d'une guerre, pour le front comme à l'arrière, choisir ce que l'on sacrifie de l'avenir pour le présent et ce que l'on est prêt à sacrifier du présent pour assurer un avenir.